Entre deux égorgements et entre deux décapitations, je reviens vers vous pour un point essentiel qui est le fait que les élus, le président de la République, l'Assemblée nationale, les députés ne servent à rien, ne sont que des guignols. Le vrai pouvoir est entre les mains des institutions judiciaires, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, du Premier ministre, qui ont seuls les moyens de stopper cette vague de terreur, cette vague d'immigration-invasion, parce que la terreur vient de là. Les institutions européennes également, au niveau des institutions européennes, ce n'est pas le Parlement européen qui a le pouvoir, c'est bien sûr la Commission, ce sont les commissaires, c'est la présidente de la Banque Centrale Européenne. Alors nous sommes dans un système démocratique où il existe une dichotomie avec d'un côté des élus, présidence de la République, parlementaires, qui n'ont pas de pouvoir, mais qui ont la légitimité populaire puisqu'ils ont été élus au suffrage universel, et des personnages, des hommes de l'État, qui ont été nommés, comme le Premier ministre, comme les membres du Conseil d'État, les membres du Conseil constitutionnel, les commissaires européens, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui eux ont la réalité du pouvoir, mais qui n'ont pas de légitimité populaire. Donc le véritable enjeu est de savoir qui sera le prochain chef du gouvernement en France, et est-ce qu'on aura enfin un Premier ministre qui va se battre contre le Conseil constitutionnel, contre le Conseil d'État, contre les institutions européennes, c'est-à-dire là où il y a le véritable pouvoir. Le président Macron ne sert naturellement à rien. Je vous remets les choses dans leur contexte. Il est en calbute sur Internet devant son ordinateur à choisir quel sera les prochains invités à la prochaine surprise partie de l'Élysée. Je vous rappelle, les derniers en date, c'était les blaquettes transsexuels africains qui étaient venus mettre un petit peu d'ambiance à l'Élysée. Ça sert à ça. Je vous remémore ce qui s'est passé. On m'a dit de faire Belek, Ovitsi qui nous guette. On m'a dit de faire Belek, Ovitsi qui nous guette. On m'a dit de faire Belek, Ovitsi qui nous guette. Si je chante, faut que ça pète. Si je chante en boîte, faut que ça pète. Si je bois, faut que ça pète. Vodka ou Jack, faut que ça pète. Ouais, si je chante, faut que ça pète. Donc Emmanuel Macron est derrière son ordinateur, avec à sa droite sa charmante épouse Brigitte, à sa gauche l'incroyable Alexandre Benalla qui lui passe la main dans les cheveux, et puis le téléphone sonne, un préfet apprend que pour la énième fois, 3 personnes ont été égorgées dans une église. Alors le pauvre Emmanuel Macron est obligé de mettre un pantalon, de mettre une cravate et d'aller faire un discours, des larmes plein les yeux devant les caméras, en expliquant que malheur à la République, malheur à la démocratie. Mais heureusement, nous avons la laïcité. La laïcité a été attaquée, et puis la laïcité va nous prémunir des futures attaques dans l'avenir. Alors, les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce que c'est que cette laïcité? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, premier mensonge, les djihadistes qui passent à l'attaque ne le font pas contre la laïcité, ils le font simplement en l'application du Coran, en l'application de la loi du Dieu Allah, notamment les fameuses sourates 9, versets 5 et verset 111, et puis la fameuse sourate 4, tuez, faites-vous tuer, sourate 9, verset 111, je rappelle, vous pouvez lire le Coran, sourate 5, verset 89, sourate 4, verset 89, il faut tuer les mécréants, donc voilà, c'est simplement une application de la loi du Dieu Allah. Heureusement, tous les musulmans ne passent pas à l'acte, mais c'est ce qui explique aussi pourquoi les autorités religieuses officielles musulmanes ne peuvent pas condamner ce type d'attentat. Malheureusement, on est piégé dans cette situation. Donc la laïcité, c'est pas la laïcité qui est attaquée, mais la laïcité, alors les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce que c'est que cette laïcité? La laïcité, vous allez le voir dans cette vidéo, c'est en fait une forme de luciférisme, c'est une forme de satanisme tout à fait extrême, mais qui ne peut pas être révélée véritablement au grand public. Donc je vous invite à aller coucher les enfants et à vous accrocher. Laïcité, satanisme et luciférisme, c'est parti.
Alors, le laïc est un chrétien non ecclésiastique à l'origine. Sous l'Ancien Régime, à l'époque des rois, vous aviez les pairs PAIRS de la nation, qui étaient des ducs, des comtes, des barons laïcs, et puis les pairs ecclésiastiques, PAIRS, qui étaient des évêques. Donc voilà, qu'est-ce qu'un laïc? C'est un chrétien non ecclésiastique. Au XVIIIe siècle apparaît, c'est le siècle des Lumières, hein, c'est le siècle de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est un réseau de personnes qui se disent on va remplacer l'aristocratie de la naissance par l'aristocratie de la connaissance. Donc c'est une vision, on va dire, très très humaniste, et qui, quelque part, est en rébellion contre le christianisme, tout en s'appuyant sur sur des concepts chrétiens. Donc c'est quelque chose de très ambivalent, de la même manière que finalement le christianisme, ça a été une révolte de certains juifs contre le judaïsme sacerdotal du 1er siècle. Des juifs qui prétendaient donc que Jésus était le Machiar, était le Messie, et que le monde était entré dans l'ère messianique, était entré dans la Géoula. Donc la maçonnerie, donc au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie relève de ce type de rébellion. Donc on va se rebeller contre la hiérarchie de l'Église catholique tout en conservant un certain nombre de dogmes et de concepts chrétiens. Et vous savez, dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs degrés. Hein, lorsqu'on entre en maçonnerie, vous avez 33 degrés. Alors les 3 derniers degrés, les 3 degrés les plus élevés sont des degrés administratifs, mais on va dire qu'il y a 30 degrés. Alors pourquoi y a-t-il 30 degrés? Pourquoi il n'y a pas 2 ou 3 degrés? Et puis comme ça, on est briefé tout de suite sur ce qu'est fondamentalement la conception du monde maçonnique. Eh bien parce que, en fait, quand vous atteignez les 25, 26e degrés, que vous arrivez vraiment à la fin, pour ceux qui y arrivent, parce que tous n'y parviennent pas, eh bien vous découvrez la véritable conception du monde maçonnique, qui a été, donc des bibliothèques entières ont été écrites sur le sujet, donc c'est pas, je ne révèle pas ici un secret absolu, mais certaines personnes vont quand même le découvrir, c'est que, vous découvrez que le grand architecte de l'univers, donc ceux qui remplacent Dieu, hein, dans la conception maçonnique, c'est en fait l'ange de lumière, hein, l'ange de beauté, l'ange de lumière, qui s'appelle en latin Lucifer. Hein. Tout simplement parce que les maçons vous expliquent que si le monde est à la fois beau et imparfait, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, parce que Dieu est absolument parfait, donc comment se fait-il que dans ce monde il y ait des imperfections, il y ait des souffrances, des hommes souffrent, mais aussi des animaux souffrent, etc. Donc si ce monde est à la fois beau et imparfait, c'est que il a été créé par un ange, l'ange déchu, l'ange de lumière, Lucifer. Alors c'est quelque chose que les maçons finissent par découvrir lorsqu'ils atteignent les plus hauts degrés de leur initiation, pour ceux qui les atteignent, parce que tous ne sont pas ouverts à cette conception du monde et à cette conception des choses. Alors c'est ce qui explique pourquoi il y a dans un pays comme la France, une opposition aussi forte et aussi frontale entre le monde catholique, hein, historiquement, et le monde maçonnique. Et le monde maçonnique mis en avant, non pas le luciférisme, mais la laïcité. La laïcité, c'est une façon de mettre en avant la rébellion des maçons et de la conception maçonnique du monde face à la conception catholique du monde. Donc, catholique et maçon s'opposent sur le plan de la symbolique, hein, Lucifer d'un côté, et puis Dieu et Jésus et Marie de l'autre, hein, donc une opposition sur des symboles très très forts, mais sur le fond, ils sont d'accord sur tout. Alors c'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors ils sont d'accord sur l'aspect du capitalisme, hein, ils sont favorables au capitalisme de connivence, comme on appelle le crony capitalism en anglais, ou mercantilisme ou colbertisme, qui est donc soutenu à la fois par les catholiques et par les maçons, contre le capitalisme libéral. Capitalisme libéral qui permet à tout un chacun de créer une entreprise et peut-être de la développer et peut-être de détruire les anciennes entreprises. Alors, ça peut paraître très curieux, notamment... Alors, il faut expliquer un petit peu ce que c'est que le capitalisme de connivence très concrètement. Par exemple, les accords de Paris. Les accords de Paris sur le climat, on nous a présenté ça en France comme étant quelque chose de formidable, on allait sauver la planète grâce aux accords de Paris. Les accords de Paris, ça consiste en quoi? Ça consiste à lever 100 milliards d'euros d'impôts par an en Europe pour sauver l'Afrique, entre guillemets, mais en réalité, c'est pour verser de l'argent à des entreprises du capitalisme de connivence, que sont par exemple Vinci, Veolia, Suez, etc., etc. Donc il y a des dizaines d'entreprises européennes qui vont bénéficier de ces fonds. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Quand vous passez votre contrôle technique pour votre voiture, c'est du capitalisme de connivence, puisque vous passez par une entreprise privée qui vous facture, mais au nom de la loi, puisque c'est la loi qui vous oblige de passer par ce type d'entreprise. Quand vous vous faites flasher au radar, les radars sont installés par des entreprises privées qui font beaucoup d'argent sur les radars, mais au nom de la loi.
Donc il faut bien distinguer le capitalisme de connivence du capitalisme libéral. Quand vous achetez une voiture, vous achetez une Toyota par exemple, personne ne vous oblige à acheter une Toyota, ou personne ne vous oblige à acheter une voiture en général. Quand vous allez quand vous allez chez le coiffeur, pareil, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le coiffeur. On n'est pas dans le capitalisme de connivence, on est dans le capitalisme libéral. Donc on a des maçons qui défendent le capitalisme de connivence, et de manière un peu plus surprenante en apparence, mais vous allez voir que c'est pas si surprenant que cela, l'Église catholique défend aussi le capitalisme de connivence. Alors ça peut paraître surprenant de la part de quelqu'un comme le pape François, puisque le pape François il est argentin. Alors l'Argentine, qu'est-ce que c'est? C'est un pays qui a été jusque dans les années 50 un pays très riche, qui était aussi riche que les États-Unis, que le Canada, parce que c'était un pays qui avait une économie libérale. Puis est arrivé au pouvoir un type qui s'appelait Juan Perón. Juan Perón, c'est un militaire, c'est un mussolinien, c'est quelqu'un qui avait été en Italie, qui avait rencontré Mussolini, qui était tombé amoureux du régime mussolinien, et qui a voulu l'importer en Argentine. Et qu'est-ce qu'il a fait en Argentine? Eh bien, il a commencé à distribuer de l'argent, du social, auprès des pauvres. Donc pour ça, il a levé des impôts, il a détruit l'économie. En levant des impôts, on détruit l'économie, ça marche comme ça. Et comme on détruit l'économie, ensuite on a voulu continuer le social, donc l'État argentin s'est endetté. Puis une fois que l'État est très endetté, qu'est-ce qu'il fait? Il dévalue la monnaie. Et quand vous dévaluez la monnaie, vous détruisez toute capacité d'investissement dans le pays, parce que sans capital, il n'y a pas de capitalisme. Hein, il n'y a pas d'investissement. Donc l'économie, elle s'effondre encore plus. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'un type comme le pape François, qui est argentin, il connaît parfaitement l'histoire de l'Argentine, il la connaît mieux que moi j'ai jamais mis les pieds en Argentine, il connaît aussi l'histoire du Chili. Rappelez-vous qu'en 1973, Augusto Pinochet, qui est franc-maçon, hein, qui appartient à la même loge maçonnique que Salvador Allende, le président qui avait été élu quelques années plus tôt, et Pinochet est plutôt c'est un franc-maçon, et c'est pas un type vraiment extrémiste, hein, c'est presque un homme de gauche, presque social. Il a été nommé d'ailleurs par le chef d'état-major par Salvador Allende, mais l'économie chilienne est complètement détruite par la politique d'économie socialiste de Salvador Allende et des gauchistes qui sont au pouvoir au Chili à l'époque, et il finit par faire un coup d'état. Mais avant de faire un coup d'état, il se dit je veux savoir comment fonctionne l'économie, parce que je veux bien prendre le pouvoir, mais pour faire quoi? Il faut être très concret, et donc il fait appel à ce qu'on a appelé les Chicago Boys, qui étaient des étudiants chiliens qui avaient fait leurs écoles aux universités de Chicago, et qui ont dit il faut libéraliser l'économie, il faut ouvrir les frontières, il faut combattre donc les quatre cancers de l'économie, hein, l'enfer réglementaire, l'enfer fiscal, l'enfer monétaire, donc il faut avoir une monnaie forte, et l'enfer protectionniste, il faut avoir des marchés ouverts. Si on supprime ces quatre enfers, on aura un paradis économique, on aura de la croissance. Donc Pinochet, il a acheté le truc, il a mis en place les Chicago Boys, et en l'espace de 10 ans, le Chili, qui était un pays du tiers-monde, tout le monde allait cul à l'air dans les rues, pieds nus, et avait pas de quoi bouffer, hein, c'était dramatique, les gens mouraient de faim au Chili, et bien en 10 ans, c'est devenu un pays riche, et Pinochet, d'ailleurs, pendant toutes les années 70-80, il a fait des référendums, et à chaque fois, il a remporté haut la main les référendums. Les Chiliens le considèrent comme un sauveur. Là aussi, on voit un pape François qui, à l'époque, dans les années 70-80, je pense qu'il devait être déjà prêtre ou séminariste, il a vu ça, il a vu comment le Chili était passé de l'extrême misère du capitalisme de connivence et même du capitalisme socialiste au capitalisme libéral, et comment il s'était développé. Alors pourquoi les catholiques défendent-ils le capitalisme de connivence? Alors ils le défendent parce que, dans la conception catholique, la richesse, elle n'est pas créée par les entrepreneurs. Alors je rappelle que créer de la richesse, c'est produire plus avec la même quantité d'énergie, ou produire autant avec une quantité d'énergie inférieure. Dans la conception catholique, la richesse, elle est créée par Satan. C'est Satan qui distribue de la richesse. Et donc, que doit faire l'État et que doit faire l'Église? Eh bien, elle doit voler la richesse qui a été créée par les entrepreneurs pour la redistribuer. Elle a été distribuée une première fois, et elle doit être redistribuée aux pauvres, aux nécessiteux, mais aussi aux hommes de l'État et aux hommes de l'Église. C'est pour ça qu'on parle de redistribution, quand on parle de distribuer des retraites, distribuer du RSA, distribuer du chômage. On ne dit pas la distribution, on devrait dire la distribution, mais non, on dit la redistribution. Pourquoi? Parce que ça vient du concept catholique que la richesse est créée par Satan et qu'il faut la redistribuer. Donc voilà pourquoi le pape François et les évêques, etc., sont pour le capitalisme de connivence et pour le capitalisme même socialiste, hein, ils sont même plutôt amoureux du socialisme, plutôt que pour le capitalisme libéral. Donc première erreur que font à la fois les maçonniques et les catholiques, c'est qu'ils défendent le capitalisme de connivence. Or le capitalisme de connivence ne fonctionne pas. Deuxième erreur
qui est même une double erreur, elle est sur la question anthropologique. Ce sont des gens, catholiques et maçonniques, qui considèrent que tous les hommes se valent, que les Africains, les Européens, les Asiatiques, etc., 100 millions d'Africains, 100 millions d'Européens, c'est pareil, c'est la même chose. Ce faisant, ils négligent deux aspects. Un aspect, l'aspect selon lequel l'être humain est fait d'inné et d'acquis. Alors, sur la partie acquis, ce sont des gens qui considèrent que si vous faites venir 100 millions de musulmans en Europe, il suffit de faire Ctrl-Alt-Supprime, de faire un reset de toute leur culture, et leur dire maintenant vous allez être... européen, on vous donne une carte d'identité française, allemande, ce que vous voulez, vous allez vous fondre dans cette civilisation, et tout votre background, tout votre passé religieux, etc., on fait reset et on repart à zéro. Donc c'est complètement illusoire, c'est complètement débile, mais ils pensent réellement ça. Ils pensent réellement que l'être humain, c'est une coquille vide, il suffit de vider le cerveau, de vider le cache du navigateur comme sur un ordinateur, et on recharge autre chose, et ça va bien se passer. En fait, non, ça va mal se passer, et d'ailleurs dans l'autre sens, lorsque les Européens, par exemple les Français ont fait une colonie en Algérie, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on est arrivé avec une civilisation, mais il y avait déjà une civilisation. Donc les Algériens, ils n'ont pas été colonisés parce qu'ils n'étaient pas colonisables. Et de la même manière, nous aujourd'hui, on ne pourra pas être colonisé parce qu'on n'est pas colonisable. Donc c'est la première erreur qu'ils font, c'est sur la partie d'acquis. Si vous mettez sur une île déserte un groupe de Chinois et sur une autre île un groupe de Papous, au bout de 1000 ans, ils vont pas bâtir la même civilisation. Pourquoi? Parce que l'être humain s'est développé depuis des millénaires et des centaines de milliers d'années dans des habitats très différents, et selon si les êtres humains se sont développés et ont évolué pendant des milliers d'années dans des déserts chauds, dans des déserts froids, dans des banquises, dans des forêts équatoriales ou dans des forêts européennes, ils n'ont pas développé effectivement les mêmes capacités, et il ne s'agit pas de dire qu'une race est supérieure à une autre, mais il y a une réalité anthropologique, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes pulsions, on n'a pas tous les mêmes rêves, et on n'est pas capable de produire tous les mêmes civilisations. Donc les maçons comme les chrétiens font cette double erreur sur le plan anthropologique, et ils font l'erreur sur l'acquis, et ils font une erreur sur l'inné. Donc c'est juste une catastrophe. Sur le plan politique, on voit très bien comment les partis de type parti socialiste ou parti démocrate aux États-Unis, puisque nous sommes en pleine période d'élection américaine, se sont complètement plantés. En voulant agglomérer à la fois des latinos, des blacks, des juifs, des musulmans, des lesbiennes, etc. À la sortie, ça fait peut-être beaucoup de monde, mais tous ces gens sont incompatibles entre eux. Il est évident que le latinos ne mettra jamais un genou à terre et n'aura jamais la même vision du monde et les mêmes aspirations et les mêmes revendications que le black. Le black n'aura jamais les mêmes visions, la même revendication que le juif. Le juif n'aura jamais la même vision, les mêmes revendications que le musulman américain. Le musulman américain n'aura jamais les mêmes visions, les mêmes revendications que la lesbienne ou LGBT américain. Et la lesbienne hystérique ou féministe hystérique américaine n'aura pas la même vision que le latinos. Et la boucle est bouclée. Et c'est comme ça que le Parti socialiste a disparu en France, et que c'est comme ça que toute la gauchiasse est en train en fait de disparaître et de se suicider, parce que fondamentalement la leçon qu'il faut retenir à la fois de la maçonnerie et du catholicisme, c'est que c'est quelque chose ce sont des idéologies qui sont profondément suicidaires. La moyenne d'âge dans les églises aujourd'hui c'est 70 ans, ça veut dire que dans 20 ans c'est plié, ça sera des boîtes de nuit ou ça sera des musées ou des mosquées, ça sera pas autre chose, et la maçonnerie recrute, aujourd'hui il n'y a plus que des vieux, c'est plus que la moyenne d'âge, ça doit être 80 ans chez les maçons, donc si vous voulez rentrer en maçonnerie ou dans l'église catholique, là ils recherchent, ils recrutent, ils n'ont plus personne. Donc on est quand même dans quelque chose qui est profondément suicidaire, qui est profondément en train de disparaître. Alors dire, la nature a horreur du vide, si ça c'est en train de disparaître, qu'est-ce qui est en train d'émerger? Eh bien, l'identitaire musulman, on le voit effectivement à travers Daesh, l'État islamique, mais pas seulement, c'est aussi à travers effectivement l'Iran, c'est à travers un certain nombre de mouvements pas forcément djihadistes et pas forcément extrémistes, ça peut être aussi finalement l'AKP, ça peut être aussi un certain nombre de mouvements en Turquie ou ailleurs, plus ou moins radicaux. C'est l'identitaire européen, bien sûr, c'est le lambda européen, et dans le monde arien de manière générale, que vous soyez canadien, que vous soyez américain, australien ou autre.
eh bien l'identité européenne, l'identité aérienne, elle a beaucoup d'avenir, et elle trouve ses racines très longtemps avant. Elle existait, cette civilisation, longtemps avant le christianisme. Elle existera longtemps après. Et voilà. Donc il y a effectivement donc elle s'appuie sur tout un héritage philosophique, un héritage culturel, un héritage musical, un héritage artistique, un héritage absolument gigantesque, technologique, incroyable. Donc elle existe, hein, et voilà, elle a ses avantages. Vous avez l'identitaire japonais, l'identitaire chinois, hein, il n'y a pas plus identitaire, il n'y a pas plus nationaliste que le chinois, l'identitaire juif, hein, qui ne s'est pas laissé piéger, qui ne s'est pas laissé entraîner dans le truc maçonnico-chrétien. Enfin, certains s'y sont laissés entraîner, mais globalement, le projet sioniste d'Israël, c'est un projet identitaire, hein, qui fonctionne pas, après on peut critiquer, mais c'est un vrai projet identitaire, et qui pour l'instant fonctionne. Bon, l'avenir est à l'identitaire, hein. Donc aujourd'hui, il faut choisir son camp, et si vous êtes français ou européen, ben vous pouvez entrer dans une mosquée salafiste. Je crois qu'il y en a 544 salafistes, hein, qui le djihad et l'imposition de l'État islamique en Europe, hein, officiellement, c'est comme ça. Le ministre de l'Intérieur veut enfermer, je crois, 30 ou 24 ou 30, un truc comme ça, mais il va en rester plus de 500, donc vous pouvez effectivement entrer dans le djihad, dans le salafisme, hein, c'est aussi une possibilité, ou alors vous pouvez vous adhérer à Génération Identitaire, voilà, donc c'est aussi une possibilité. Et si vous n'avez pas envie de militer activement, vous pouvez aussi envoyer de l'argent, hein, soutenir financièrement une cause, mais aujourd'hui il faut choisir son camp, hein. Alors diffuser ses vidéos, c'est aussi une façon de choisir son camp, mais au-delà de diffuser ses vidéos, et au-delà de faire de la pub d'Aubenas, de faire de la pub de Demain l'âge d'or, hein, voilà, Demain l'âge d'or qui est en exclusivité sur Amazon, cette édition, première édition complète, elle est épuisée, mais elle est rééditée. Alors le sous-titre, c'est plus première édition complète, c'est Chronique de la Reconquête, mais c'est la même chose, c'est le même contenu. Voilà, donc je termine la petite page de pub. Impliquez-vous, hein. Il ne s'agit pas simplement de faire des analyses, il faut aujourd'hui se battre, il faut aujourd'hui s'impliquer légalement. Il ne s'agit pas d'aller violer la loi. Le vent de l'histoire souffle dans nos voiles, hein. Le monde maçonnico-catholique s'est suicidé, hein, il est en mode suicide intégral et rapide, mais la nature a horreur du vide, il faut le remplacer. On va le remplacer par une cause identitaire, qu'elle soit islamiste ou qu'elle soit occidentaliste, on va dire. Il faut choisir son camp, et il faut aujourd'hui véritablement passer à l'acte en militant, en adhérant, en envoyant de l'argent, en diffusant les vidéos. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.